Allora, siamo qui per gli Oscar, come potete immaginare, da tutte queste foto. È una richiesta di foto iniziale notevolissima. Voilà, on est donc prêt pour commencer. Ringrazio anche i fotografi per il lavoro che Je remercie aussi les photographes qui favorisent la transmission de ce qu'on fait ici pendant le meeting. On est là pour cette rencontre intitulée « La société construit la paix », l'exemple de la Tunisie. Et ce soir, on va aborder ce thème. Et le titre choisi cette année pour les meetings, c'est un titre courageux. Et il faut dire vraiment que ce titre, tu as beaucoup d'importance pour moi, est vraiment marquant. Et on va parler d'une expérience très spéciale. On va parler donc de la singularité tunisienne. Sans aucun doute, la Tunisie est un pays décisif, primordial pour mieux comprendre cette partie du monde qui représente notre, disons, interlocuteur naturel. Donc, tu es très important pour moi. Ce tu, c'est la Tunisie. C'est l'autre rive de la Méditerranée. Et voilà, on est là, on est des pays séparés par la mer et unis par la mer. Donc, la Tunisie, c'est notre tu. Et la Tunisie, c'est un pays décisif pour comprendre ces parties du monde, mais c'est aussi un cas spécial car tout a commencé par là, par la révolution de Jasmin, la révolution arabe. Tout le monde s'appelle le suicide de Mohamed Bouazizi le 17 septembre 2010. De ce marchand tunisien trop jeune et tout ce que ce geste a déclenché jusqu'à la nouvelle constitution tunisienne de 2014. Dans ce sens, la Tunisie, sans aucun doute, représente un grand exemple de ce désir des modernités, de changement, de développement qui a après donné les coups d'envoi à tant de transformations et de changements dans les pays de l'Afrique du Nord surtout. Et c'est malheureusement, par contre, de la Tunisie que beaucoup de combattants étrangers viennent, ceux qui rejoignent l'armée de l'ISIS, du Daesh, ainsi que d'autres criminels qui sévissent avec la violence dans ces terres, mais aussi en Europe. C'est un pays petit du point de vue strictement géographique, mais c'est un pays clé pour comprendre l'âme de cette zone qui est au nord du continent africain, qui est immense. Mais sinon, c'est la frontière, disons, au sud de la Méditerranée, donc de cette mer que l'on partage. Et donc, depuis toujours, c'est une rive naturelle sur laquelle on débouche. Et voilà, d'après les mouvements des plaques tectoniques, on est vraiment presque tout un un. Et donc, vraiment, on est vraiment très proches l'un de l'autre. Et on est là pour parler de la Tunisie, mais pas seulement. On va parler d'un autre cas exceptionnel qui concerne la Tunisie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fait qui trop rapidement a disparu des pages des médias.
l'année dernière. Donc, c'est le quartet national pour le dialogue tunisien qui a remporté le prix Nobel pour la paix. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais en quoi consiste exactement ces caractères exceptionnels? D'habitude, les lauréats du prix Nobel pour la paix sont des organisations ou des individus qui, pour leur action ou en tant qu'hommes d'État ou activistes ou militants ou ont fait de choses particulières. Par exemple, en 2012, c'est l'Union européenne qui a remporté le prix Nobel pour la paix. En 2001, c'est les Nations unies. Donc, des nations, des individus, des organisations publiques qui contribuent essentiellement au développement de la paix. Mais en 2015, le prix Nobel pour la paix, dans le cas de la Tunisie, n'a pas été remis ni à un individu, ni à un groupe d'individus, ni à une institution publique, mais comme la motivation du comité scientifique d'Oslo à 4 organisations de la société civile, le syndicat général des travailleurs, le syndicat des patrons, l'ordre des avocats et la Ligue tunisienne pour le droit de l'homme. Donc, pour la toute première fois dans l'histoire, le prix Nobel pour la paix a été remis, en d'autres termes, à la société civile et à la contribution essentielle qu'elle a donnée pour lancer un processus de construction de la démocratie. En Tunisie, tout d'abord, n'ont été ni les institutions publiques ni les partis politiques, mais pour reprendre les mots de notre président Mattarella ce matin, ce que dans notre culture politique, on appelle donc les corps intermédiaires, les entités intermédiaires. Donc, ce sont les partisans de ces processus de ces démocratisations, ces corps sociaux qui vraiment ont donné l'élan nécessaire pour créer cette constitution qu'on n'aurait pas sinon. Le quartet naît en l'été 2013 quand, comme on lit dans la motivation du prix, le processus de démocratisation risquait de se fragmenter et de s'écrouler à cause des homicides, des meurtres politiques et du mécontentement social. C'est un processus pacifique alternatif qui a été entamé par le quartet quand le pays était au bord de la guerre civile. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir l'un des 4 protagonistes de ces quartets, le prix Nobel pour la paix 2015, monsieur l'avocat Mohamed Fadel Mahfoud, déjà bâtonnier de l'ordre des avocats tunisiens. Et on le remercie énormément pour avoir accepté notre invitation. Et avec monsieur l'avocat, monsieur le maître Mahfoud, pour parler de cette expérience extraordinaire, là où c'est la société civile qui a construit la paix, on a 2 autres invités d'exception. En fait, la première invitée, c'est un petit peu, disons, l'artisane de cette rencontre, car elle a des contacts personnels avec tous les rapporteurs et donc elle nous a beaucoup aidé pour monter ce débat. Mais c'est aussi grâce à elle qu'on a eu de remarques, des études très importantes en matière constitutionnelle, surtout en matière de transition démocratique de la Tunisie. L'année dernière, elle a publié un livre avec Irène Espigne, Tunisie, printemps de la Constitution. Je parle de Madame la professeure Tania Groppi, une très chère amie du meeting. Merci. Elle est aussi professeure de droit public auprès de l'Université de Sienne, spécialisée dans le droit comparé, droit international comparé. Donc, je ne sais pas si vous avez la curiosité de regarder son CV sur les sites. Elle est une véritable globe-trotteuse du droit. Il n'y a aucun endroit dans le monde, y compris les îles Fidji, qui n'ont pas vu la présence de Madame Groppi pour des fins d'études. Et puis, avec Tania, le 3e invité, très prestigieux aussi, et vraiment toujours de par l'intermédiaire de Tania, c'est monsieur le professeur Fadel Moussa, notre 3e interlocuteur. Monsieur le professeur Moussa, c'est l'un des plus importants, peut-être les experts en matière constitutionnelle les plus chevronnés en Tunisie et pas seulement. Il est très connu à l'étranger pour ses études et ses recherches.
Et il est un expert, et pas seulement, il a participé activement en tant que membre, et on va l'écouter dans ses mots, car il a été un membre de l'Assemblée constituante tunisienne qui a rédigé la nouvelle constitution et qui a aussi présidé une commission spécifique en la matière. Voilà, j'ai terminé avec les présentations d'usage. Je commence par monsieur l'avocat, monsieur le maître Mafoud. Alors, vous avez été le bâtonnier de l'Ordre des avocats tunisiens. Et à cette période-là, donc, vous avez fait partie donc de l'un de ces 4 sujets qui ont fait partie du quartet pour le dialogue national tunisien et qui a donné un apport si important pour le développement de la démocratie en Tunisie. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience du quartet et aussi sur la contribution donnée par la société civile à la période constituante en Tunisie? D'abord, permettez-moi de vous dire et de remercier les organisateurs pour leur hospitalité, leur convivialité et pour la réussite de ce meeting. Mais aussi, permettez-moi de vous transmettre les salutations des 3 autres organisations qui sont les partenaires au dialogue national tunisien, que sont bien sûr la centrale syndicale, la centrale patronale et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui, avec l'Ordre des avocats, ont constitué ce fameux quartet du dialogue national, lauréat du prix Nobel 2015 de la paix. Alors pour vous parler de cette expérience tunisienne, le cadre est vraiment propice, puisque le slogan de ce meeting, c'est que l'autre est un bien pour nous. C'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie, surtout à l'ère du dialogue national en 2013, lorsque l'affrontement était quasi certain entre les partis politiques, en 2013, surtout après un assassinat politique, malheureusement, qui a touché un député de l'Assemblée nationale constituante. Et c'est justement l'effort qui a été fait par ces 4 organisations, bien sûr, mais aussi par certains politiques, notamment le doyen Fadel Moussa, qui était membre de l'Assemblée nationale constituante avec d'autres députés, qui ont dit non à ce qui s'est passé, à ce qui se passait dans le pays, et qui ont dit non pour ce processus qui prenait du temps, qui n'en finissait pas et qui partait à la dérive en quelque sorte, notamment contre les objectifs et les vœux de la population tunisienne et contre les objectifs de la révolution tunisienne. Alors cette révolution tunisienne qui a bien sûr porté les slogans de la dignité, de l'emploi, de la liberté, de la défense de la démocratie, le respect des droits de l'homme, de l'intégrité physique de l'homme, le respect des libertés de la presse, d'association, tout ça, à un moment donné, était un peu menacé. Et c'est grâce, bien sûr, à un mûrissement de la classe politique et une société civile forte, représentée en effet par ces 4 organisations, mais pas que, parce qu'il y avait d'autres organisations, il y avait d'autres personnalités qui malheureusement n'ont pas eu le droit d'être citées, mais la société civile tunisienne, c'est une société riche à travers ses élites et à travers des associations à caractère humanitaire ou caractère philosophique ou politique et autres. Donc, c'est une société civile qui a justement fait cet effort pour rapprocher les points de vue, pour éviter l'affrontement et éviter la violence. Et j'en arrive bien sûr aux outils qui ont été employés, surtout, c'est-à-dire les négociations bilatérales, multilatérales, les rencontres, les forces de conviction, la persévérance aussi, l'écoute de l'autre a fait que les partis politiques qui étaient quasi au bord de l'affrontement se sont réunis autour d'une table pour appliquer une feuille de route et notamment réussir le cap politique en Tunisie, c'est-à-dire réussir une transition définitivement pour parler d'ores et déjà d'un système et d'un pays démocratique en Tunisie. Et l'espoir, il est de mise actuellement. Donc nous pouvons tous croire que la Tunisie a passé un cap difficile, mais définitivement qui ne peut revenir en arrière.
Bien sûr, il y a d'autres défis dont vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire les défis économiques, les défis sociaux. Et là, bien sûr, la Tunisie doit s'atteler à la tâche, les Tunisiens doivent s'atteler à la tâche, travailler plus, donner plus au pays, mais aussi la communauté internationale doit aider la Tunisie dans ses œuvres pour justement passer ce cap économique et social et pour éviter que la jeunesse tunisienne ne sombre, par exemple, dans le désespoir ou dans ce que vous appeliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce djihadisme qui existe dans d'autres pays. Alors, pour justement peut-être résumer un peu la situation en Tunisie, on peut dire que ces 4 organisations qui représentent la société civile, qui ont une certaine crédibilité historique et une légitimité historique, parce que la question peut se poser, pourquoi ces 4 organisations et pas d'autres? Mais c'est parce que ces 4 organisations ont été toujours à l'avant de la scène politique au sens noble du terme et étaient toujours porteurs des espoirs et des rêves des Tunisiens et surtout des défenseurs de la liberté. Et je prends l'exemple, bien sûr, je peux parler puisque j'étais le bâtonnier de l'Ordre des avocats, je peux prendre cet exemple, c'est-à-dire l'Ordre des avocats de Tunisie a été toujours un défenseur des libertés, a été toujours un défenseur de ce qu'on appelle le procès équitable, même sous la dictature, et l'Ordre des avocats a fait tout ce qu'il a pu pour réussir, d'abord pour encadrer la révolution, ensuite pour encadrer et accompagner la transition politique et ensuite pour encadrer ce dialogue national couronné par le prix Nobel de la paix. Et c'est un appel qu'on peut faire à la société civile, bien sûr, mais aussi à tous les avocats du monde pour leur dire que les avocats peuvent s'occuper d'autre chose que leurs affaires. C'est intéressant les affaires, mais on peut faire autre chose, c'est-à-dire s'occuper de la société civile, des libertés et défendre les libertés. C'est ce qui a été fait en Tunisie et je pense que l'ordre des avocats maintenant donne, pas l'exemple, mais donne des idées à d'autres ordres, notamment pour les acquis. Et il y a un acquis très important qui a été effectué en Tunisie, dans la constitution tunisienne. Et monsieur, je parle sous le contrôle du doyen Moussa. Il y a l'article 105 maintenant qui parle d'une manière claire et expresse du métier d'avocat comme garantissant les libertés individuelles. Et c'est une première, je crois, dans le monde, à part peut-être l'Égypte, je crois, qui a inséré aussi le mot avocat dans la Constitution. C'est une première dans le monde où on parle d'avocat et d'avocatie dans une Constitution partenaire dans l'élaboration de la justice avec les magistrats, bien sûr. Alors, pour résumer, je ne sais pas si j'ai été long, voilà, pour résumer, disons que la société civile tunisienne, avec ces 4 organisations, a pu et a réussi à faire ce que peut-être les politiques n'ont pas su faire au bon moment. Et l'intervention de ces 4 organisations a permis de faire la transition définitivement pour les Tunisiens. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut parler d'ores et déjà d'un pays démocratique en Tunisie. Reste que le problème du djihadisme et des Tunisiens, malheureusement, qui existent dans les pays limitrophes comme la Libye ou comme la Syrie. Il ne faut pas oublier qu'il y a... Le terrorisme actuellement est un phénomène mondial. Ce n'est pas un phénomène propre à la Tunisie ou aux Tunisiens. Il ne frappe pas aux portes le terrorisme, il ne demande pas l'autorisation et il a frappé un peu partout dans le monde. Il a frappé en France, aux États-Unis, au Liban, un peu partout dans le monde et en Tunisie aussi, il a frappé. Donc c'est un fléau qu'il faut combattre. Il faut combattre avec, bien sûr, la culture, il faut combattre avec les réformes politiques, les réformes sociales et économiques, et surtout pour que les jeunes ne sombrent pas dans ce désespoir qui les pousse justement vers cette porte que j'appelle de criminalité, et pas de djihadisme, c'est de la criminalité tout simplement. Et donc il faut aider ces jeunes pour qu'ils ne sombrent pas et justement trouver des issues pour que les jeunes aient l'espoir. Grazie. Grazie. Merci. Merci beaucoup pour cet apport très intéressant aussi par rapport au métier des avocats et au rôle des avocats. Maintenant,
Je passerai à Monsieur le professeur Moussa. Monsieur le professeur, en tant que membre de l'Assemblée constituante tunisienne, vous avez participé à ces travaux. Vous avez été le seul membre d'un parti d'opposition à présider la commission justice de l'Assemblée constituante. Et si je ne m'abuse, vous avez participé à tous les travaux, donc de l'élection jusqu'à l'approbation. Alors, quelle a été votre expérience en tant que témoin direct au sein de ce processus et de ce travail de l'Assemblée constituante? Et surtout, quelles ont été les difficultés, les problèmes et quel a été le rôle de la société civile dans ces contextes? Grazie, saluto cordiali a tutti voi, mais je parle français malheureusement pour vous. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur le thème général de notre rencontre. L'autre est un bien pour moi. J'ai envie de la poser en forme interrogative, sous une forme de question. Est-ce que l'autre est vraiment un bien pour moi? Est-ce que l'autre est un bien pour moi? À cette question, je réponds tout de suite, mais bien sûr, sans aucun doute. En effet, je considère que mes collègues et amis, les professeurs Tania Gropp et Andrea Simoncini, Dr Guarnella, De Marco, Luigi, sont un bien pour moi, comme moi je le suis pour eux. Je l'ai été pendant toute la préparation de cette manifestation depuis décembre 2015. Par contre, si je quitte ce contexte de cette solidarité, de cette camaraderie universitaire, et je pose la question à la société tunisienne, je suis presque sûr qu'ils répondront de la manière suivante. Il n'y a que ton cil qui te pleurera, que ton ongle qui te grattera. Autrement dit, il ne faut compter que sur soi-même. C'est un peu ce désappointement qui existe aujourd'hui et cette déception à l'égard précisément de ce qui se fait dans le monde depuis que la Tunisie a fait sa révolution. La société tunisienne, d'une manière générale, est un peu déçue de ne pas avoir trouvé l'aide qu'elle espérait pour faire avancer le processus économique et social de la même manière qu'elle a fait avancer le processus démocratique avec une constitution qui a été adoptée d'une manière extrêmement rapide. 3 ans, ce n'est pas beaucoup en réalité en comparant avec d'autres expériences. Et avoir une constitution aussi moderne et aussi prometteuse pour l'exemple tunisien qu'on veut donner dans un monde arabo-islamique. Donc cette réussite, malheureusement, n'a pas été suivie de l'autre côté de la mer par des efforts aussi importants et aussi consistants. La deuxième chose, c'est que ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, et notamment l'atlantisme avec aussi l'Union européenne qui est aussi prise en ligne de compte dans ce schéma, les tensions qui se trouvent dans le monde arabe, précisément, sont des tensions dont l'origine, c'est précisément, n'est pas les pays arabes eux-mêmes, autant que des stratégies atlantistes qui ont été la cause réelle de ce terrorisme qui aujourd'hui s'est répandu après ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Yémen, en Libye, etc., etc., et avec la création d'un nouveau État islamique, un État nébuleux, un État qui ne mérite même pas le nom de cette appellation et qui est aujourd'hui devenu presque reconnu internationalement et dont le produit en réalité n'est pas du tout les pays arabes eux-mêmes et encore moins la Tunisie. Et nous avons été touchés précisément par cela. Mais malgré ça, je suis réaliste et je pense que le peuple tunisien et la société tunisienne est assez sage pour comprendre que nous ne pouvons nous passer des autres et de nos amis traditionnels qui sont notamment l'Italie et que nous devons et nous avons besoin, ils ont besoin autant de nous que nous avons besoin d'eux. Et donc cette solidarité doit continuer malgré toutes ces difficultés et ces obstacles.
C'est ça véritablement la leçon que je dois tenir. Il y a quelques mois, s'est passé en Tunisie un événement qui est remarquable. Un jardin des justes qui a été inauguré dans l'ambassade d'Italie à Tunis et qui a honoré 4 arabo-musulmans à travers l'histoire pour avoir été des justes en faisant des actions historiques en faveur de l'humanité et de la solidarité internationale et la lutte contre le terrorisme. Entre autres, ce fameux guide touristique que vous connaissez et qui a exfiltré du musée du Bardo les touristes italiens 2 minutes avant que les terroristes n'y accèdent pour tuer pas moins de 10 personnes à l'intérieur. Voilà un genre de solidarité qui a été précisément l'objet d'un jardin des justes en son nom alors qu'il est encore vivant. Ceci pour montrer effectivement que cette solidarité existe. Pour revenir, cher ami, à votre question, et sur les différentes phases là auxquelles j'ai assisté dans la Constitution, je pense que les principales difficultés que nous avons rencontrées, c'est que tout le monde a été surpris par l'arrivée des islamistes et le parti Nahda au pouvoir, dans un pays qui était considéré comme étant un État moderne, presque sécularisé pour ne pas dire laïque, et qu'ils arrivent et ils prennent le pouvoir. C'est une hypothèse que personne ne pouvait songer arriver en Tunisie, et pourtant elle a eu lieu. Et pendant 3 ans, ils ont gouverné démocratiquement. Et pendant 3 ans, ils ont veillé à faire une constitution conservatrice, une constitution qui tournait le dos à l'état civil, une constitution d'un état religieux, une constitution qui tournait le dos sur les libertés essentielles, fondamentales, qui sont reconnues par les pactes internationaux, par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils voulaient précisément donner le pays une image d'un pays qui serait un pays attaché à une fausse idée de la défense de l'identité arabe et musulmane. Voilà ce qu'était le projet, jusqu'à ce qu'il y a eu l'assassinat précisément de Mohamed Brahmi, un de nos malheureux collègues qui est tombé précisément, et puis par la suite, il s'est passé, comme vient de le rappeler mon collègue c'est Mohamed Fadel Mahfouz tout à l'heure, en disant qu'à partir de cette date, eh bien, le quartet s'est mis en place. Il a commencé à travailler pour faire oublier précisément et tourner la page sur cette direction qui était organisée par cette troïka qui avait une majorité presque de 2/3 et qui était commandée par le parti Nahda. Et c'est là où le dialogue national a commencé. Mais ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'il y a 40 membres de l'Assemblée nationale constituante qui ont quitté l'Assemblée ce jour même et ne sont revenus que 3 mois et demi plus tard. Le travail de l'Assemblée nationale constituante était bloqué jusqu'à la date de ce pacte du Bardo qui a été fait notamment par le Quartet et le 21 partis, entre autres le parti Nahda islamiste. C'était ça précisément le changement. Et la suite, ce dialogue, ce consensus avec les partis qui étaient extrêmement opposés, modernistes d'un côté, conservateurs islamistes de l'autre, on est arrivé à faire une constitution moderne dans laquelle l'état civil a été reconnu, dans laquelle les droits et libertés fondamentales essentielles, dans cette constitution, c'est la seule constitution dans le monde arabo-musulman dans lequel vous trouvez la liberté de conscience qui est reconnue, la liberté de croyance, la liberté religieuse, où l'état civil est mentionné d'une manière claire dans l'article 2 de cette Constitution. L'état civil est reconnu, il est fondé sur la citoyenneté et non pas sur la croyance, il est fondé sur la volonté du peuple et non pas sur la volonté de Dieu, et il est fondé sur le respect de la loi et non pas le respect de la charia. Et c'est le seul pays arabe qui précisément n'a pas introduit dans la Constitution que la charia est source du droit positif. Donc, pour cela, il faudrait ajouter tous les articles relatifs à la liberté de la femme, ce qui est une avancée extraordinaire. C'est un article qui prévoit la parité dans l'occupation des assemblées. Nous avons le quart actuellement de l'Assemblée, c'est des femmes. Elles vont être de moitié dans les nouvelles élections municipales et régionales qui vont se faire.
Ce qui fait, c'est ça le grand atout. Ce sont elles qui ont fait le sit-in du départ qui, pendant 3 mois et demi, a été le ferment de la société civile et qui a été le soutien pour le quartet, qui a été véritablement joué un rôle historique. Voilà un peu, d'une manière générale, si j'ai à résumer, c'est de dire que cette constitution, c'est une constitution qui est pour la liberté des citoyens, dans une société juste. Voilà un peu, en un mot, ce qu'est la constitution tunisienne. Je vous remercie pour votre attention. Grazie professor Moussa. Merci, professeur Moussa. Merci, professeur Moussa. Et maintenant, je donne la parole à Madame Groppi. Tu as bien suivi tout ce qui s'est passé en Tunisie. Quelle a été ton impression sur cette transition dans l'Assemblée constituante et au dehors de l'Assemblée constituante? À mon tour, je veux remercier vous tous et je veux remercier les organisateurs pour m'avoir invité ici et de cette incroyable opportunité. Merci à nos collègues tunisiens pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Moi, disons, j'ai un regard différent par rapport à mes collègues tunisiens parce que moi, je viens de l'extérieur. J'étais en Tunisie depuis 2012 plusieurs fois. J'ai participé en tant qu'expert à toute une série de projets de soutien à l'Assemblée constituante et à la société civile. Donc, j'ai de l'expérience directe. Avant ça, je ne connaissais pas la Tunisie, donc j'ai connu la Tunisie seulement après la Révolution. D'autre côté, je cherche aussi à avoir un regard en tant qu'expert de droit comparé pour comparer ce processus d'ébauche de constitution avec d'autres constitutions dans le monde. Pour moi, dès le début, il a été surprenant de voir la capacité de la société civile tunisienne à se réorganiser rapidement après l'effondrement du régime de Ben Ali. Tout s'est produit très rapidement. Il y avait un ancien régime, mais quand même, il y avait une société civile. Et peut-être j'étais surprise parce que je ne savais pas. Je ne savais pas de l'existence de cette société civile pendant le régime. Donc, quand on parle des pays arabo-musulmans, quand on parle de leur société, on parle de la difficulté pour la société civile d'exister en tant que société pluraliste, que très souvent est cachée par la religion. Mais il faut chercher à mieux comprendre ce qui existe dans l'autre, dans ce contexte. C'est ça notre limite quelquefois. C'est nous qui n'arrivons pas à voir et n'arrivons pas à comprendre. Voilà pourquoi on a des jugements qui ne sont pas les bons. Et ça, c'est un thème qui concerne tous les aspects de la société musulmane et arabo-musulmane. Et je le dis pour moi-même parce qu'au début, j'étais complètement ignorante. J'ai toujours étudié droit constitutionnel de la Constitution comparée, donc j'aurais dû savoir quelque chose davantage. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Ma deuxième remarque concerne la spécificité tunisienne. En fait, il faut de notre part prêter plus d'attention au monde arabo-musulman, mais il y a aussi une spécificité tunisienne. C'est un tout petit pays qui est très proche de nous, mais qui a des caractéristiques uniques qui sont liées à son histoire, à sa position géographique au centre de la Méditerranée. En tant qu'expert de constitution et de droit comparé, je pense que la Tunisie est un pays clé.
fondamentale pour comprendre l'autre monde, mais aussi le monde qui est très proche de nous. Donc, ma première impression, c'était que j'étais dans le bon endroit. En 2013, il y a eu une assemblée constituante qui s'est créée, qui travaillait dans le pays. Et je ressentais que j'étais dans le bon endroit. Je ressentais qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pouvait travailler ensemble, que l'Italie devait être présente, que l'Italie avait un rôle à jouer grâce à son expérience constitutionnelle, grâce à ses 70 ans d'histoire, grâce aux difficultés que l'Italie a vécues, comme le président Mattarella l'a dit ce matin. Donc l'Italie était là pour être présente. Vous avez dit que je suis une globe-trotteuse du droit constitutionnel. C'est vrai, moi, j'avais travaillé en tant que consultante, je faisais des formations, je donnais du soutien et de l'aide dans la République démocratique du Congo. J'ai travaillé sur la régionalisation, après j'ai travaillé en Irak, quand l'Italie était présente de façon militaire en Irak. Et là, dans ces deux expériences un petit peu extrêmes, je me sentais mal à l'aise. C'est-à-dire, c'était comme si je n'avais rien à dire, rien à faire. C'était comme si les conditions existantes dans les pays étaient trop difficiles pour avoir un dialogue. Tandis que ce n'a pas été le cas pour la Tunisie. J'étais toujours très proche de la Tunisie. Une autre remarque sur le premier impact que j'ai eu sur la réorganisation de la société tunisienne. J'ai perçu que dans cette époque globalisée de la circulation des idées et des idées aussi juridiques, donc l'époque de la globalisation, de la mondialisation n'est pas seulement la mondialisation des marchés et des capitaux, mais aussi la circulation et la mondialisation des cultures, des idées et des idées juridiques. Alors, cette mondialisation avait un rôle à jouer en Tunisie. Cela a été mon impression au début. Au fur et à mesure que l'Assemblée constituante a continué à travailler, il y a eu des moments dramatiques, comme on a bien entendu. Et là, il y a aussi un autre aspect important. En été 2013, il y a eu les assassinats politiques des deux membres de la gauche, un député de l'Assemblée constituante, Mohamed Brani. Donc, il y a eu beaucoup de membres qui sont sortis de l'Assemblée constituante pour protester contre le gouvernement à majorité islamiste. À ce moment-là, il paraît que c'était l'échec, qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais à ce moment-là, si on veut parler de génie, et ce matin on parlait du génie de la République, à ce moment-là, c'était le génie tunisien qui est sorti, qui a sorti cette ressource, cet atout, c'est-à-dire le rôle de 4 organisations de la société civile, des organisations historiques qui étaient toujours présentes dans la société tunisienne. Leur existence nous fait penser qu'il y a toujours eu la société civile en Tunisie. Alors, ce quartet est arrivé à négocier, à s'opposer au conflit et à l'opposition. La division de la société civile, surtout sur le rôle de la religion. Comme le disaient les collègues tout à l'heure. Au gouvernement, on avait un parti islamiste qui voulait imposer ses droits, ses valeurs dans la Constitution. Et il y avait une grosse partie de la société tunisienne qui ne partageait pas ces valeurs, ne voulait pas la charia comme droit, ne voulait pas la complémentarité, l'égalité entre hommes et femmes. L'éducation devait être liée à la religion. Donc, il y avait une rupture sur les valeurs. Et
il y avait cette fracture, cette rupture. Voilà donc le génie tunisien, le quartet, qui a mis les parties prenantes politiques autour d'une table, qui ont reconnu la légitimité du quartet, qui se sont mis autour d'une table pendant des heures et des heures, pendant des jours et des jours. À ce temps-là, je n'ai pas suivi directement le dialogue national, on me l'a raconté après, mais ils ont été très patients. Ce matin, le président parlait de la patience de la démocratie. Dans ce cas-là, il y a eu la patience, l'exemple de la patience de la démocratie. L'alternative, c'était la guerre civile. Mais non, ils ont pu construire, bâtir en dialogue. C'était soit la guerre civile, soit le dialogue. Et là, grâce à cette patience, et grâce à l'action de ces parties prenantes, et grâce à la clairvoyance et à la volonté de changer les élus, la capacité des élus de changer, de se soumettre pour trouver un dialogue, pour trouver un point de rencontre. Pour conclure, si on regarde ce processus de l'extérieur, dans le monde entier, il y a d'autres expériences de processus participatif. Il y a des constitutions en Amérique latine qui ont été écrites de la même façon. On a des expériences au Sénégal, au Kenya, en Afrique. On a l'expérience de l'Afrique du Sud, très importante. Je crois que la Tunisie vu cette fracture, je crois que la Tunisie, l'expérience de la Tunisie peut être comparée à l'expérience de l'Afrique du Sud, où il y avait une fracture importante et où il fallait trouver la capacité de vivre ensemble, de travailler ensemble et de projeter quelque chose ensemble. Cela a été une expérience extraordinaire et je crois que peut-être dans les prochaines questions, et tu vas nous les poser, il faut se demander où on en est aujourd'hui avec cette expérience. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Tania pour mieux comprendre tout ça. Maintenant, j'aimerais bien poser une question à monsieur le professeur Mahfoud Moussa. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être un peu succinct. Excusez-moi si je fais vous remarquer ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de thèmes à aborder et j'aimerais bien les toucher tous. Alors, le génie tunisien, c'est comme ça que Tania a défini l'expérience tunisienne. Et voilà, on a écouté de par vos mots le rôle exceptionnel joué par la société civile. D'un côté, il y avait le risque de la guerre, de l'autre, le processus de dialogue. Et bon, on a entamé cette deuxième voie. Quelqu'un donc a pris en charge cette responsabilité. Et cette singularité tunisienne, à votre avis, vient d'où? Moi, peut-être, et peut-être d'autres dans cette salle, peut-être ne connaissaient même pas le rôle si important de la société civile dans ces pays. Peut-être beaucoup pensaient que n'était pas compatible avec la religion, donc il y avait beaucoup d'ignorance là-dessus. Mais à votre avis, quel a été, disons, le secret de ces génies tunisiens? Je commence par monsieur l'avocat Mahfoud. Oui, merci pour répondre à votre question directement. On peut parler de génie, mais on peut parler d'exception ou de singularité tunisienne. Et cette singularité, elle n'est pas venue avec la révolution elle-même ou avec le dialogue national. C'est le fruit de l'histoire tunisienne. Tout à l'heure, Tania disait que c'est un petit pays géographiquement, entendons-nous, mais c'est un pays qui a une histoire de près de 5000 ans. C'est un pays où il y a eu des civilisations, il y a eu une ère chrétienne, une ère musulmane, il y a eu bien sûr le protectorat français, il y a eu les Lumières aussi en Tunisie, et puis il y a eu l'État moderne avec le leader qu'on connaît tous, qui est le leader Bourguiba. Vous savez, en Tunisie, on a commencé à parler de la liberté de la femme dès le début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1920, on parlait déjà de la liberté de la femme.
Et cette singularité tunisienne a fait que, arrivé en 1956 avec l'indépendance, le code du statut personnel a été adopté pour justement pour qu'il y ait le premier pays arabo-musulman à interdire la polygamie et à reconnaître tous les droits de la femme. Alors ça aussi c'est une singularité tunisienne qui a fait que la société civile tunisienne, qui n'est pas faite d'hommes seulement, elle est faite d'hommes et de femmes bien sûr, et de jeunes, mais aussi il faut rappeler que cette société tunisienne est le fruit d'une orientation éducative qui a été effectuée par le leader Bourguiba, par l'État moderne issu après l'indépendance, que cette voie de la généralisation de l'éducation et la généralisation de la santé. Tout ça a fait qu'il y a une élite tunisienne qui s'est constituée, qui était déjà là. Même sous le protectorat français, il y avait déjà une élite tunisienne, mais après l'indépendance, cette élite est devenue porteur des idées nouvelles et porteur de ces valeurs qu'on a tous défendues. Malheureusement, les régimes qui se sont succédés, bien que la voie qui a été optée par Bourguiba au départ était la bonne voie, mais la fin de règne de Bourguiba, vous savez tous que c'est devenu une dictature. Et malheureusement, l'ère de Ben Ali, malgré les promesses qu'il a effectuées au départ de son règne, il n'a pas honoré ses engagements et c'est devenu aussi une dictature. Alors, cette société civile qui a rêvé, qui a défendu ces valeurs pendant des décennies, et là j'en parle en tant qu'avocat d'abord, parce qu'on le vivait en chair et en os, on le vivait devant dans les tribunaux, on voyait comment certains procès politiques qui bafouaient tous les droits, en plus de tous les droits qui sont bafoués dans la rue, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'association, tout ça n'existait plus. Alors il a fallu que cette société civile tunisienne donc, se remémore qu'elle est porteur d'un projet, qu'elle est porteur d'un rêve, et c'est comme ça qu'au début de la Révolution, souvenez-vous que c'est au début des affrontements et des manifestations dans la rue, souvenez-vous que les avocats portaient leur robe dans la rue pour justement manifester, mais aussi pour protéger la population contre les balles de la police, etc. Donc tout ça a fait qu'il y a beaucoup de singularités tunisiennes. Il y a un tissu social aussi où la femme joue un rôle très important. Il y a un tissu politique aussi qui a fait que, je le disais tout à l'heure, il y a des sommités en Tunisie, des sommités de droit, des sommités de physique, des sommités de lettres arabes, lettres modernes, lettres françaises, lettres anglaises, italiennes. Et il y a des sommités partout et ces sommités doivent s'épanouir justement dans un pays et dans un climat et un environnement démocratique. Et vous savez que la première expérience de cette société civile était l'organisation des élections libres, indépendantes et transparentes, c'est-à-dire les élections de l'Assemblée nationale constituante en 2011, à travers une instance. Pour la première fois, c'est une instance libre et indépendante qui organisait des élections libres et transparentes en Tunisie. Et c'était pour nous vraiment l'euphorie totale quand on arrivait à faire ça. Malheureusement, vous le rappeliez tout à l'heure, avec ce qui s'est passé après, cette lenteur de la transition politique, la lenteur dans la rédaction de la Constitution. On se souvient malheureusement du premier projet de la Constitution qui n'était pas vraiment fameux. Le doyen Ben Moussa le disait si bien tout à l'heure pour dire qu'il y avait une autre tendance. Et heureusement que la société civile tunisienne s'est réveillée, malheureusement grâce à un assassinat, mais la société civile tunisienne s'est réveillée pour dire non à cette voie et pour corriger le tir, entre guillemets, et arriver à cette constitution, cette belle constitution qui garantit tous les droits. Alors donc, pour revenir, les ingrédients, en quelque sorte, de cette société civile tunisienne sont si particulières qu'on peut peut-être ne pas les trouver dans d'autres pays. Et c'est toute la question qu'on peut se poser, notamment, il y a un pays tout proche qui est la Libye. Et justement, quand il y a eu des affrontements en Libye, on a tous cherché à ce qu'il y ait une société civile qui soit l'interlocutrice des factions rivales pour trouver un compromis et une solution au conflit libyen. Malheureusement, jusque-là,
les tensions vont un peu plus que d'habitude et la société civile libyenne aussi ne trouve pas la voie pour justement asseoir un dialogue malgré les efforts de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet. Et donc, pour finir, je dirais que la singularité, elle vient donc de cette histoire, de cet environnement géographique aussi qui est très important, le fait qu'on soit méditerranéen, le fait qu'on soit ouvert. C'est un peuple ouvert, tolérant. Le peuple tunisien, ça on le connaît depuis des lustres, depuis des siècles. C'est un peuple tolérant, c'est un peuple ouvert à toutes les cultures. Et vous savez, là, vous vous adressez aux Tunisiens moyens, pas au professeur Ben Moussa ou au bâtonnier Mahfoud. Vous vous adressez aux Tunisiens moyens, vous allez trouver qu'ils maîtrisent 2 ou 3 langues au minimum, même s'ils maîtrisent les dialectes et pas la langue savante. Grazie. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Moussa. Exactement. Vous avez utilisé, chers collègues, dans le terme de l'unicité de la Tunisie et de la société. C'est-à-dire que vous donnez l'image que la Tunisie est homogène, qu'elle est unifiée, qu'il n'y a pas des minorités, qu'il n'y a pas de véritable coupure dans la société tunisienne. Si il est vrai qu'il y a une toile de fond qui est commune aujourd'hui, c'est cette appartenance identitaire arabo-musulmane, entendue dans le sens l'appartenance à l'arabité et à l'islam et à la religion, elle est entendue dans l'école religieuse tunisienne d'une manière qui doit être comprise comme étant tolérance et modération. C'est contre le radicalisme. On a été élevé sur cette, précisément, conception de cette appartenance pacifique des Tunisiens à cette identité. Et c'est probablement ce qui a sauvé la constitution tunisienne. C'est que même la dispute avec les islamistes a été conduite par les modernistes sur la base que nous sommes aussi musulmans que vous, que nous sommes aussi attachés à l'arabité que vous. Donc sur ce terrain, vous n'êtes les gardiens de rien du tout. On est en train de parler d'une chose que nous partageons. Alors, laissons de côté cette histoire et cherchons des autres points sur lesquels nous pouvons travailler pour essayer de rapprocher les points de vue. Sur cela, la question est réglée. Donc, c'est à partir de ce moment, effectivement, que les choses commençaient à s'arranger et on s'est attaqué à des questions qui intéressent la culture, qui intéressent le statut de la femme, qui intéressent le statut de la langue utilisée, qui intéresse, et c'est là où le deuxième, précisément, problème est apparu entre une société qui est attachée à une certaine authenticité mal comprise et mal conçue, et une société qui veut rester, malgré son appartenance arabo-musulmane, à une ouverture, à une modernité. C'est ça le mariage qu'on cherchait à opérer. Et finalement, c'est ça qui a eu lieu. Eux, ils défendaient la culture nationale, et rien que la culture nationale. Nous, on défendait la culture nationale, d'accord, bien entendu, mais nous sommes ouverts sur les 3000 ans d'histoire, de civilisation et de culture tunisienne auxquelles nous sommes attachés. Et donc, c'est ça la réponse qui a été donnée. Tout le temps, ça a été des réponses, oui, pour le national, mais ouverture sur le monde et sur la civilisation. Et c'est comme ça que la Constitution a été conduite. Elle a été réussie par ce dialogue qui a fini par aboutir à un consensus et pour montrer que finalement, nous ne sommes pas en contrariété majeure. Nous avons notre identité à laquelle nous tenons, qui est arabe et musulmane, d'un côté, mais nous sommes ouverts. La liberté de la croyance, la liberté de la conscience, la liberté de la religion,
l'islam et l'arabité, elles sont consacrées, mais l'ouverture sur les langues étrangères et sur les cultures étrangères sont consacrées dans la Constitution aussi. C'était ça les véritables débats qui se sont succédés pour arriver à cette formule. Et finalement, on est arrivé à ce résultat et à ce consensus où les questions qui semblaient, jusqu'à la date du 25 juillet, date à l'assassinat de Brahmi et la sortie des députés et le quartet qui est entré en ligne de compte, jusqu'à la constitution finale qui a été adoptée le 26 janvier 2014, à ce résultat qui finalement, curieusement, alors qu'on était véritablement coupé en deux, tout le monde se retrouve autour de cette constitution qui a rassemblé autour d'un grand malentendu finalement, et que les islamistes précisément ont compris qu'ils n'ont aucune possibilité de changer le fond de la société tunisienne, qui est un fond de modération, de tolérance, d'une appartenance paisible à l'arabité et à l'islam, et son ouverture vers le monde et vers les langues, vers les cultures, et cette volonté de se situer dans l'international et non pas de se refermer sur elle-même avec précisément ce recroquevillement sur soi-disant culture, parce que quand on dit culture, on est en train de toucher la fibre sensible du Tunisien, ça lui donne l'impression de donner comme ça une importance particulière, qu'en réalité ce n'est pas vrai, et on est arrivé précisément à ce résultat. Je crois que aucun pays arabe musulman n'a pu accéder à la destruction de certains tabous relatifs à la religion, à la culture, à la langue, etc. En Tunisie, nous avons réussi à le faire. Ce l'hai fatto. Voilà ce que je veux dire à propos de ce matin-là. Et donc, avec en plus, véritablement, ceux qui étaient des adversaires sont devenus finalement aujourd'hui ensemble dans une assemblée ou en train de gouverner le pays ensemble et sans qu'il y ait véritablement les mêmes prémices que nous voyons dans des pays autres arabo-musulmans dans lesquels il y a véritablement des images qui ne sont pas du tout dignes d'un État démocratique. Nous avons fait l'État démocratique, nous avons rapproché, nous avons été un bien pour l'autre, et donc je pense que nous avons, de ce point de vue, réussi, mais pourvu que ça dure. Merci pour votre attention. Grazie. Speriamo. Bien sûr, nous partageons nous aussi ce souhait, que cela dure. Excusez-moi si je coupe les applaudissements, mais il faut continuer. On désire continuer. Voilà, nous avons écouté le mot concernant, expliquant cette spécificité, cette singularité tunisienne qui a permis d'obtenir tout ça. Donc, cela n'a pas été le fruit du hasard. Et alors, je vous pose une autre question. Pourrez-vous nous aider à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette constitution tunisienne? Donc, comment cette constitution est si spéciale? Alors, je pense qu'on a déjà soulevé pas mal de points, surtout par rapport à ce que Fadel, c'est très intéressant, c'est très important. Je vais revenir là-dessus. J'ai l'impression, tout d'abord, de pouvoir revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit. Donc, le processus constituant lui-même, c'est-à-dire que cette constitution est le résultat d'un processus qui a été partagé et, comme on a écouté, aussi directement par la société civile. Au-delà de l'Assemblée constituante, il y a eu aussi donc ce rôle important et marquant de la société civile. Et puis, vraiment, je répète cela, cette constitution a été véritablement partagée. Cette constitution est vraiment le résultat d'un consensus. Et cela, c'est un tout premier point très important, car cela nous fait revenir sur le vrai cœur donc de cette ère à l'enseigne d'un État pluraliste. Donc, il y a eu donc l'idée de créer une constitution comme moment clé, jetant le base d'un État.
Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de jeter les bases de l'unité, de la cohésion sociale nationale. Nous savons que les constitutions ne sont qu'un outil. Peut-être nous, les experts en droit, parfois nous y attachons beaucoup plus d'importance qu'est la normale, mais en d'autres termes, à l'ère du pluralisme, qu'est-ce que ce sont les constitutions? Ce sont des outils de cohésion sociale, d'unité, d'unification. Voilà, donc le processus constitution duquel on a parlé jusqu'à présent et qui est le thème principal de ces débats est déjà un point important à lui-même. Il s'agit d'une constitution qui a été approuvée avec 200 voix en faveur sur 216 membres de l'Assemblée constituante. Donc, 200 sur 216, il y a eu quelques abstenus, quelques contraires, mais 200, c'est beaucoup. En plus de ça, il faut dire que il y a un autre point qui m'a beaucoup frappé. D'après les règles sur l'Assemblée constituante, la Constitution devait être approuvée avec une majorité de 2 tiers. Après une première délibération, au cas où on n'aurait pas atteint le 2 tiers, dans quelques mois, on aurait eu une autre délibération et là aussi, il aurait fallu obtenir 2 tiers de la majorité. Et dans la négative, on aurait prévu un référendum. Mais par contre, la Constitution a été le fruit d'un consensus qui s'est créé au sein d'une assemblée constituante, malgré le processus participatif en amont. Et voilà, on a réussi à surmonter un moment si difficile, si critique, surtout d'autant plus que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur une constitution, c'est un moment encore plus décisif et critique. Donc, cette constitution est le résultat d'un consensus que l'on a atteint sans aucun référendum. Un deuxième point important par rapport à cette constitution, c'est que cette constitution, dès qu'elle est entrée en vigueur jusqu'à aujourd'hui, cette constitution a permis le développement d'une véritable vie démocratique en Tunisie. Donc, je pense pouvoir dire aussi sur la base de mon expérience personnelle et pas seulement, aussi sur la base d'indicateurs fiables tels que, par exemple, les indicateurs d'une organisation internationale comme Freedom House, qui a considéré la Tunisie déjà à partir de 2014 et c'est encore aujourd'hui considéré comme un pays libre, donc un pays où les droits civils et politiques sont pleinement garantis. Bon, il s'agit d'une constitution qui permet tout cela en Tunisie. On peut parler librement de tout. Il y a une liberté d'expérience et d'expression totale. Et il ne faut pas tenir pour acquis tout cela. Pensons à la Turquie, à un pays qui fait partie du Conseil de l'Europe et où, au-delà des événements les plus récents des derniers mois, depuis des années, il n'y a pas une liberté académique, liberté d'expression. On ne peut pas tenir un débat comme celui-ci, par exemple. Alors qu'en Tunisie, c'est différent. On peut parler de tout. Moi, avant, je ne la connaissais pas, mais je dois dire qu'à l'époque de Ben Ali, il y avait la police secrète, les informateurs, et donc il y avait un problème aussi de manque de liberté d'expression. Par contre, cette constitution garantit tout ça, a garanti de libre élection pour le Parlement. Il y a eu la confiance donc le gouvernement a eu la confiance du Parlement, et puis il y a eu donc une motion de manque de confiance. Et puis, il faut dire qu'il y a eu un gouvernement semi-présidentiel ou parlementaire à tendance présidentielle, mais en tout cas, il y a eu après l'élection directe du président de la République. Bon, tout ça permet une véritable vie démocratique dans les pays. Et même au moment les plus difficiles, pensons aux attentats qui ont frappé la Tunisie en 2015, il y a eu des lois d'urgence, des mesures d'urgence, des lois contre le terrorisme, des mesures très rigoureuses et des moments très durs, mais les principes clés de l'état de droit sont garantis malgré la situation d'urgence. Et bon, l'état d'urgence, d'ailleurs, a été déclaré aussi en France
depuis le mois de novembre 2015. Donc voilà, et la Tunisie a pris aussi des mesures de ce type, mais elles sont touchées à ces principes. Si l'on désire revenir sur le contenu de la Constitution, très rapidement, on peut dire qu'il s'agit d'une Constitution qui est le résultat d'un compromis. Et le mot compromis, qui souvent, dans la vie politique ou dans la vie quotidienne, parfois est utilisé de façon négative, comme si c'était quelque chose, disons, qui enlève. Par contre, nous tâchons de valoriser ce mot, car compromis signifie aussi consensus, cela signifie dialogue. Et donc, ça, c'est vraiment à l'inverse du conflit et de l'opposition. Et donc, les compromis, c'est positif. Et cela reflète les standards internationaux aussi du constitutionnalisme global, c'est-à-dire qu'il y a des standards qui circulent à cette époque-là déjà dans les constitutions démocratiques d'un côté. De l'autre côté, on reconnaît des spécificités de la société tunisienne. On en a vu quelques-unes. Donc, c'est compromis au pluriel, entre guillemets, en matière culturelle. Et oui, je te promets, Andrea, que je vais lire tout simplement un article. Par exemple, il y a l'article 39, comme on disait par monsieur le professeur Moussa, était au centre d'un débat très vif dans l'Assemblée constituante, parle du fait que l'État assure donc la consolidation de l'identité arabo-musulmane et l'appartenance de jeunes générations par rapport au renforcement de la langue arabe, la promotion et la généralisation de son usage. Et donc, c'est ça. Ça, c'est un revers de la médaille. Et puis, il y en a un autre, c'est-à-dire l'État se fait les gardiens de l'ouverture sur les langues étrangères, les civilisations humaines et la diffusion de la culture des droits de l'homme. Voilà, ça, c'est pour vous faire comprendre dans quelle mesure cette Constitution est le résultat d'un compromis. Et c'est aussi très riche en règles programmatiques, c'est-à-dire de normes visant la transformation de la réalité, ce qui cela doit se passer au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer tout de suite, mais qui va se projeter dans l'avenir. Et surtout, pour ce qui en est des droits sociaux, il s'agit d'une constitution qui est très riche en termes de droits économiques et sociaux, se fonde sur la dignité, aussi en termes de dignité sociale. Et donc, en d'autres termes, cela va dans la direction de l'article 3, deuxième alinéa, qu'on a aussi rappelé, c'est-à-dire que les forces politiques parfois sont saisies par rapport à ces demandes, et ce sont les forces politiques qui auront la majorité dans le jeu démocratique, qui pourront faire aller de l'avant ces valeurs, qui pourront les mettre en pratique de part de politique. Donc, c'est une constitution de ce type, standards globaux garantis, aspect protégeant l'identité nationale, aspect garantissant des compromis qui permettent l'ouverture des normes programmatiques, demandant des politiques spécifiques pour être mises en œuvre. Et l'on revient aussi à un autre thème qui va être le dernier que je vais aborder, qui est un thème qui concerne toutes les constitutions programmatiques. Et notre constitution aussi, et à cette enseigne, il y a des partis politiques qui voudraient donc faire aller de l'avant ces valeurs, les réaliser encore plus. Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ces forces politiques sont des élites renfermées dans des tours d'ivoire, c'est-à-dire dans le centre de pouvoir et de culture traditionnelle, ou est-ce que ces élites sont capables d'impliquer la population et le peuple afin que la population puisse se faire porteuse aussi de ces instances et de ces valeurs? Ça, c'est donc un point d'interrogation. Nous avons une constitution ici qui répond vraiment aux standards globaux de la démocratie constitutionnelle. Et maintenant, on a vu qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Italie. Pensons au droit à l'éducation. Et on en a parlé aussi ce matin. Moi aussi, j'avais jamais réfléchi à tout ça de façon si nette. C'est-à-dire, c'est au début des années 60
ce n'est qu'au début des années 60 que 3/4 de la population italienne n'avait une licence élémentaire d'école primaire. Mais après, il y a eu une volonté politique qui a mis au centre de ces programmes politiques la réalisation de certaines valeurs constitutionnelles. Alors, c'est ça la question qu'il faut se poser par rapport à la constitution tunisienne, c'est-à-dire qui va la mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des forces de ce type maintenant? Merci beaucoup, Tania, et merci d'autant plus que ce que tu viens de dire nous a permis de comprendre dans quelle mesure il s'agit d'un thème qui nous concerne. Car si l'on revient sur le mot de ce matin du président Mattarella par rapport à ce que tu viens de dire, qui sont aujourd'hui les porteurs de la Constitution? Et voilà, et le fait que Monsieur le Président ce matin s'est adressé aux jeunes, en fait, c'est quelque chose qui nous fait penser. Il faut tracer la voie et il faut impliquer la société civile. Alors, j'aimerais bien conclure avec un dernier tour de questions. Je pose la même question aux invités, à tous les invités. Je vous demande de répondre en 5 minutes, pas plus, car vraiment, on est presque à la fin de notre rencontre. Alors, je reviens sur ce que Mme Grappi vient de dire, c'est-à-dire que je rejoins la dernière partie de son propos. Maintenant, on a cette constitution en Tunisie. Mais s'il y a encore un contexte difficile, c'est-à-dire que les contextes politiques, les contextes économiques, sociaux, à votre avis, c'est comment l'avenir de, disons, cette expérimentation constitutionnelle? Quel est le rôle que la société civile a joué, c'est-à-dire la société civile a joué un rôle décisif en la promotion de cette constitution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce rôle est terminé et a tiré à sa fin avec l'adoption de la constitution, ou est-ce qu'à votre avis, ce rôle devrait continuer? Comment imaginez-vous l'avenir de la Tunisie? Je commence par monsieur le professeur Moussa cette fois. Alors, le futur, autant parler, le futur a commencé. À l'heure où je vous parle, il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se constituer. Il y a eu ce qu'on a appelé le pacte de Carthage, qui a été élaboré et signé par 9 partis et 3 organisations nationales donc, qui représentent la société civile, avec un projet pour le reste de la législature et avec un gouvernement d'union nationale. Avec le pacte de partage, nous reprenons le même chemin qui a été suivi une première fois et qui a donné le pacte du Bardo, qui a été élaboré, conduit, parrainé par le quartet et qui a donné précisément cette feuille de route qui était une forme de pacte du Bardo. Donc on revient à cette première, qui n'est pas une coutume, une fois n'est pas coutume, mais enfin, cette première idée pour constituer un nouveau gouvernement d'union nationale avec un projet qui a été signé, un programme commun entre des partis politiques qui représentent à peu près 85% des membres de l'Assemblée du représentant du peuple, plus la caution des 3 organisations nationales, l'Union générale des travailleurs, l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et qui est des patronats, et puis l'Union des agriculteurs. Donc 3 grandes organisations nationales. Ils ont donné un nouveau projet d'union nationale. Ce qui est à retenir précisément, c'est que d'une part, la société civile est aujourd'hui partie prenante dans les grands accords politiques du pays. Elle est introduite dans le fonctionnement du système. La seule chose, c'est qu'elle ne sera pas présente dans le gouvernement. Ils refusent d'accéder au gouvernement. Ils restent un peu à côté pour précisément garder leur indépendance vis-à-vis de la politique. Et c'est ça la nouvelle donne que nous sommes en train de constater. Le deuxième défi, c'est celui de la stabilisation du gouvernement. Savez-vous qu'en 5 ans depuis la Révolution, et c'est la 6e année, on a eu 6 gouvernements. Donc avec ce changement d'une année à une autre fait qu'on ne peut pas avoir une politique véritablement
de réformes à moyen ou à long terme, ce dont nous avons besoin. Le troisième défi, c'est le défi socio-économique. Nous avons des difficultés économiques énormes et nous n'arrivons plus à boucler la fin des mois. Et nous avons des problèmes sociaux avec un chômage qui galope et des jeunes qui sont précisément désappointés parce qu'ils n'arrivent pas à se placer sur le marché du travail. Voilà les problèmes véritablement essentiels, politiques, économiques et sociaux. Alors, face à cette situation, il y a eu dans ce projet, dans ce programme commun, dans ce qu'on appelle un véritable pacte d'union nationale et un gouvernement qui est en train de se constituer pour regrouper précisément tous ceux qui ont signé ce pacte pour le moment. Alors, la société civile aura bien entendu un rôle, comme on vient de le dire. Je dois faire la remarque suivante, c'est que la société civile a été introduite dans la Constitution. Elle a été prévue dans l'article 139, elle a été citée, démocratie participative et société civile. Le prochain défi aussi, c'est les élections municipales et régionales. Le Code des collectivités locales vient d'être présenté au Parlement et il sera adopté et les élections vont se dérouler, si cela se passe comme prévu, au mois de mars de 2017. Alors vous voyez, après avoir accompli le premier round avec le pouvoir au niveau national, on passe maintenant au pouvoir local. C'est comme ça que ça s'appelle le chapitre 7 dans la Constitution. Et ça va être encore des joutes démocratiques de grand intérêt parce que ça va être réparti sur 364 communes, 24 régions et 6 districts, avec des élections et avec des pouvoirs consistants qui seront donnés précisément à ces collectivités. Voilà le second défi. Le troisième, maintenant, chose que je voudrais constater, c'est que précisément la société civile et notamment les organisations nationales ont demandé et ont souhaité se trouver institutionnalisés. Ils ont pu obtenir leur institutionnalisation. Une loi va intervenir bientôt pour leur donner une existence légale, c'est-à-dire une structure de dialogue national qui n'a pas pu passer dans la Constitution. Je me souviens très très bien, elle a été finalement recalée dans la Constitution. On en avait peur à ce moment-là, mais maintenant elle revient. Et donc la société civile va avoir une loi pour devenir un partenaire de la société politique dans la gestion du pays, même si elle ne participe pas à l'exercice du pouvoir. Voilà un peu d'une manière générale ce que je dois dire sur précisément les défis et le rôle de la société civile. Quant à la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre des avocats, mon ami va en parler, je suis sûr, mais je peux donner un point de vue. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été intégrée dans le dialogue du pacte de Carthage récent qu'elle va cesser d'avoir un rôle précisément dans la société civile. L'Ordre des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ils sont à l'avant-garde de la société civile. Ils sont là pour veiller au respect de la démocratie dans ce pays. Et ils seront présents, comme toujours. Ils l'ont fait dans les années de braise. Et donc, ils continueront précisément à le faire aujourd'hui. Et c'est ça, précisément, qui va sauver, je pense, la démocratie en Tunisie. C'est ce rôle qui est très important, qui est reconnu à cette société civile, et notamment aux femmes de la société civile qui sont sur le plan de la bataille véritablement des chefs de lance et elles sont capables d'obtenir des choses où les hommes ne sont pas peut-être parfois en mesure de le faire. Voilà donc, en conclusion, donc, je dois dire que j'adhère donc au slogan « Tu es un bien pour moi », sans oublier que seulement s'il me pleurera et seul mon ongle me grattera, c'est aussi à ne pas perdre de vue parce qu'il faut compter un peu sur soi-même en réalité. Et c'est ça qui fait la force des nations, c'est de ne pas se délester sur les autres, mais travailler sur soi-même. Merci. Tania. Io direi... Bref. Mon impression n'est pas si détaillée que l'impression de mes collègues qui vivent la situation de la Tunisie tous les jours. Alors, d'après moi,
la société civile est moins présente. Comme Fada El Moussa nous le disait, elle est dessus. Le pays a des difficultés vu le contexte régional difficile en termes de sécurité et en termes économiques, vu l'impact social et donc le chômage. Pensons au tourisme, par exemple. Le tourisme était une ressource importante et primordiale pour la Tunisie. Et maintenant, il n'existe plus après les attentats de 2015. Donc tout cela a mené à une déception chez la société civile et à une certaine fatigue. Seulement s'il y a une réponse aux difficultés, une réponse politique par les élus aux difficultés existantes, une réponse par la leadership politique, seulement dans ce cas-là, la société civile pourra renaître. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il peut y avoir une forte contribution de la société civile à ce moment-là. Il faut avoir maintenant, d'après moi, un nouveau pacte social en Tunisie. Il y a des déséquilibres régionaux qui sont très forts. On voit la rupture sur les valeurs entre les islamistes et les mouvements séculaires. Mais il y a aussi la fracture territoriale et régionale entre les zones de la côte en Tunisie, qui sont plus riches et plus développées, et les zones de l'intérieur, qui vivent dans d'autres conditions. J'ai suivi des projets de la région Toscane et j'ai été à Casrine, en l'intérieur. C'est des zones très pauvres. Et là, j'ai vu que beaucoup de collègues, même de Tunis ou bien des zones de la côte, ne connaissent pas très bien. Moins que moi, en fait. Il y a des Tunisiens qui n'ont jamais été dans ces zones. Donc, je crois qu'il faut avoir un nouveau pacte social pour que tous se ressentent comme des Tunisiens. Voilà donc l'importance de l'unité. Il faut se reconnaître les uns les autres. Les élites de la ville et de la côte doivent aller à la rencontre des jeunes chômés à l'intérieur. Et il faut avoir une redistribution de ressources. Fadel disait que la première réponse doit être donnée par la Tunisie elle-même et par les Tunisiens eux-mêmes. Parce que avant tout, nous devons transformer et changer nous-mêmes. Donc, c'est une sorte de fraternité nationale qu'il faut reconnaître. Et c'est ça la première chose qu'il faut changer pour mettre en œuvre les valeurs constitutionnelles. Vous, de l'extérieur, je crois que nous, du côté nord de la Méditerranée, et surtout nous de l'Italie, grâce à notre proximité non seulement géographique, mais aussi culturelle avec la Tunisie, au-delà des différences religieuses, je crois que nous, en Europe et surtout en Italie, nous pouvons donner notre contribution. Tous les projets que le Parlement italien est en train de mener avec le Parlement tunisien, les universités italiennes comme l'Université de Sienne et de Florence avec les universités tunisiennes. La ville de Florence a des projets avec la municipalité de Tunis, par exemple. Je crois que tout ça peut donner une contribution importante. Donc, il faut changer soi-même grâce à un nouveau pacte social. Ça, c'est fondamental, mais aussi les pays voisins doivent prendre de plus en plus conscience de cette proximité avec la Tunisie. Merci. Esclusiva all'avvocato Mahfoud. Oui, je vais vous donner une bonne nouvelle. Je ne vais pas être très long. Parce que tout a été dit par le doyen Moussa et Madame Tania. Voilà. Donc, disons que la démocratie s'installe petit à petit en Tunisie, mais il faut penser, comme le disaient si bien mes collègues, il faut penser à ces problèmes économiques et ces problèmes sociaux.
Et je pense qu'on doit travailler, maintenant les Tunisiens doivent travailler plus, donner plus d'eux-mêmes, avec le sens de l'abnégation aussi, du sacrifice et de l'abnégation. Mais nos amis doivent nous aider, la communauté internationale doit nous aider, à mon avis, pour justement faire une réussite totale et définitive de ce modèle ou de cette exception tunisienne. Et cette réussite, je pense qu'il faut renouveler les accords, renégocier les accords entre la Tunisie et l'Union européenne, renégocier les accords entre la Tunisie et les pays européens eux-mêmes, et revoir un autre modèle de développement qui ne se concentre pas seulement sur les secteurs anciens comme le secteur touristique. D'accord, le tourisme c'est bien beau, ok, mais ce n'est pas suffisant. Il faut investir dans les énergies renouvelables, il faut investir dans la science, il faut investir dans le savoir, dans les universités notamment. Et je pense que là, on peut effectivement rêver d'un pays non seulement démocratique, mais aussi un peuple et un pays prospère. Alors, le rôle de la société civile, bien sûr, il n'est pas encore fini. On doit surtout exercer ce droit de vigilance par rapport à ce qui se passe dans le pays, parce qu'un retour en arrière, il n'est pas possible actuellement, mais on n'en sait rien avec toutes les données géopolitiques, avec ce qui se passe dans les pays limitrophes. Il faut être vigilant par rapport à tout ça, et il faut que nous, organisations de la société civile, nous continuions à le faire dans les meilleures conditions. Sauf que là où je ne suis peut-être pas d'accord avec le doyen Ben Moussa, c'est que nous, en tout cas, l'Ordre des avocats n'a jamais demandé à ce que le quartet ou la société civile soit institutionnalisée. Et on nous a proposé, suite bien sûr à cette réussite et suite au prix Nobel, on nous a proposé d'institutionnaliser le dialogue national. Et nous, en tout cas, c'est ma position personnelle, la position de l'Ordre des avocats, c'était de refuser l'institutionnalisation parce qu'elle pourrait faire une dérive et faire une amalgame entre les obligations et les devoirs de chacun. Et nous pensons que la classe politique est amenée à jouer son rôle pleinement et nous avons confiance dans cette classe politique, quoi qu'on en dise. Je sais qu'en Italie ou en France, on dit toujours cette expression, ils sont toujours les mêmes, toujours les mêmes. Bon, en Tunisie, c'est pareil, ils sont toujours les mêmes, mais nous avons confiance dans cette classe politique et avec sa multiplicité, avec ce pluralisme qui existe et avec cette alternance qui se fait petit à petit. Le doyen Bounmous a parlé tout à l'heure de ce gouvernement qui est en train de se constituer et qui a vocation à régler les problèmes socio-économiques. Donc il y a les organisations à caractère socio-économique qui sont la centrale syndicale, patronale et la centrale de l'agriculture qui sont en train de négocier ce nouveau gouvernement d'union nationale et c'est encore une fois le génie ou l'exception tunisienne. Voilà, merci. Grazie. Molto per questa. Merci beaucoup pour cette rencontre si importante et si riche qui nous a fait comprendre un monde qui est si proche et si loin. Et donc, on a entendu les deux grands mots, société civile et dialogue. C'est là qu'on joue l'avenir de nos institutions, non pas seulement des institutions tunisiennes, mais là, on va jouer, jouer sur le rôle futur des institutions italiennes. La participation non seulement des élites, mais du peuple, des citoyens, des peuples, des personnes, des gens qui participent à ce meeting, la participation du peuple et de la société civile aux affaires publiques, c'est ce qui peut mener à des constitutions qui, autrement, ne peuvent qu'être des lettres mortes. Voilà donc deux engagements de notre part. Il ne faut pas laisser les Tunisiens tout seuls dans cette activité si importante comme on nous l'a demandé.
et le meeting va vous soutenir en ça et va vous aider à garder les relations entre la Tunisie et l'Italie. Et de l'autre côté, l'Italie doit faire attention parce que l'Italie maintenant vit un moment où il est difficile d'avoir un dialogue, d'où la nécessité d'un pacte, d'une reconnaissance mutuelle. Merci beaucoup à l'avocat Mahfoud, prix Nobel pour la paix 2015, professeur Fadel Moussa et Madame Groppi. Merci beaucoup à tous. Et là, je veux rappeler quelque chose de très important. La campagne de collecte de fonds continue. Le meeting de Rimini n'est pas organisé seulement grâce aux sponsors qui diminuent de plus en plus, mais s'organise grâce à votre support. Donc, on va vous proposer de contribuer, comme l'année dernière, à donner votre argent dans les pavillons, seulement dans les pavillons qui ont le logo du meeting. Il y a encore des tickets. Donc ce soir, il va y avoir un grand spectacle, une seule chanson à 21h45 avec 3 chanteuses, Tosca Tania et Myrna Cassis. Les tickets sont vendus chez le Hall Sud. Et dans une demi-heure, vous pouvez les rencontrer pour un apéritif. Vous pouvez rencontrer les chanteuses aux piscines. Merci beaucoup et bonne continuation du meeting.